Mouvement Molière. C'est une création autour de l'œuvre de Molière. Des journalistes d'aujourd'hui posent des questions à Molière et ces questions les entraînent à jouer différentes scènes de ses pièces. Je ne vous en dis pas plus, vous allez découvrir tout ça. Ce que je veux vous dire, par contre, c'est que, comme vous le savez, le spectacle vivant, c'est un échange, c'est du partage. Aucun soir ne se ressemble. L'énergie des comédiens, l'énergie, la vôtre, n'est pas la même. Les comédiens vibrent d'une certaine façon, vous vibrez d'une certaine façon. C'est ce qui fait que chaque soir est unique et c'est pour ça que le spectacle vivant est irremplaçable. Bien. Ceci étant dit, ce soir vous allez pouvoir les aider parce que vous pouvez soutenir le rythme du spectacle. Donc, vous allez comprendre très vite comment vous allez pouvoir faire. Vous allez même pouvoir participer et sans doute partager avec eux quelques répliques, puisque Molière, dans vos têtes, n'est pas forcément très très loin, et vous allez vous souvenir de choses très précises. Voilà. Donc n'hésitez pas, le spectacle n'en sera que plus vivant, et ils n'en seront que plus contents. Voilà. Bon, je vous ai tout dit. Je vous rappelle de ne pas oublier d'éteindre vos téléphones. Voilà. Et sinon, je vous souhaite un excellent moment. Merci. Bonjour Jean-Baptiste. Je préfère Molière. Désolé. C'est un peu familier. Eh bien, faites comme si vous étiez transporté au XXIe siècle. Je vais essayer. Alors, vous êtes né au XVIIe siècle, plus exactement en 1622. Un siècle qui démarre à quelques années près avec l'assassinat d'Henri IV. En 1610. Et qui se termine à peu près avec la mort de Louis XIV. En 1715. Oui, je comprends que notre langage puisse vous choquer. Détrompez-vous. Celui qui a choqué, c'est moi. Comment vous est venue cette passion pour le théâtre? Vous étiez destiné à suivre le chemin de votre père. Devenir tapissier du roi. C'est exact. Mais mon père a voulu que je fasse des études. Chez les jésuites d'abord et du droit ensuite. Il voulait que je sois un tapissier instruit. Mais le théâtre dans tout ça. Très jeune, j'aime le théâtre. Les tréteaux, les saltimbanques,
des Marais et du Pont-Neuf. C'est mon grand-père maternel qui me fait découvrir. Je rentre émerveillé, la tête pleine de spectacles. Mais c'était des farces pour la plupart. Comédia italien, la commedia dell'arte. La commedia dell'arte. J'adore les farces. Faire rire, n'est-ce pas salutaire? Non, mais je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, mais la grande fatigue que d'avoir une femme. C'est qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme, avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses et qui ait servi 6 ans à un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou qui est fait. L'est de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Oh, que maudit soit ce bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Oh, il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Mais morbleu, ne me fais point parler là-dessus. Je dirai de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta. Laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai, Oh, tu as menti. J'en bois une partie. qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis, Ah, mais c'est vivre de ménage. qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais, Tu t'enlèveras plus matin. enfin qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison, Ah, et on en déménage plus aisément. et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu que je fasse pendant ce temps avec ma famille? Oh, bah, tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras, Bien, mets-les à terre. qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Voilà. Moi, quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Mais ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. J'endure éternellement tes insolences et tes débauches, Nous nous emportons point, ma femme. et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, mais vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Vous obligez de mes voeux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es! Oh, je vous frotterai. Sac à pain! Je vous rosserai. Infâme! Oh, je vous étrillerai. Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, bandard, Oh. gueux, Oh, béni, ah, mais vous en voulez donc. voilà! Ah bah voilà le vrai moyen de vous apaiser. Ce médecin, malgré lui, c'est une farce, mais pas que. Martine va se venger de belle manière. Une femme futée, il y en a beaucoup dans vos pièces. Elles ont les pieds sur terre. Elles doivent s'imposer. Ce n'est pas chose facile à mon époque. Et encore aujourd'hui, elles se battent. Vous
les aimez beaucoup, les femmes. Vous aimez séduire? C'est vrai. Est-ce qu'elle vous trouve beau? Une amie dit de moi que je ne suis ni trop gras, ni trop maigre, que j'ai la taille plus grande que petite, le port noble, la jambe belle, le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts. Avec ce physique, vous pouvez tout jouer. Je me rêve tragédien, mais c'est mon talent comique qui me fait connaître. Vous jouez Sganarelle dans Le médecin malgré lui, et quelques années plus tard, Scapin dans Les Fourberies, c'est ça? Je cours, je fais des révérences, je grimace, me contorsionne, je fais bouger mes gros sourcils, les yeux ronds. Comme dans la scène où Scapin fait croire à son maître Géronte que son fils a été enlevé par des Turcs et qu'il doit payer une rançon pour le retrouver. Le maître et le valet. Un autre thème qui vous est cher. Le valet malin, manipulateur, il fourbe. Le maître, avare, borné et crédule. Je me suis beaucoup amusé à écrire cette scène. Et la jouer, quel bonheur! Ô ciel! Ô disgrâce imprévue! Ô misérable père! Pauvre Géronte, que feras-tu? Que dit-il là de moi, avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qui est-il, Scapin? Ah, où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? Oh, en vain, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Me voici! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner. Oh là! Es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Oh, 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 monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a une heure que je suis devant toi! Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Oh, monsieur, Quoi? monsieur, votre fils Eh bien, mon fils. est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quel? Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux devant une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé. Oh, il nous a fait 1000 civilités et il nous a donné la collation. Nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant en tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez par moi tout à l'heure 500 écus, il va nous emmener votre fils en Alger. Comment dire 500 écus? Oui, monsieur, et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, le pandard de Turc m'assassiner de la façon? Mais c'est à vous, monsieur, d'aviser promptement aux moyens de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Ne songez pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin. Va dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en pleine mer? Mais vous moquez-vous des gens? Que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin,
il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu lui diras à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Et vous, figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils. Que Ne devinez pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures. tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus. N'a-t-il pas de conscience? Oui, vraiment, de la conscience, hein, Turc. Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Croit-il ne traite que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Oh, ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Que tu Il est vrai, mais quoi? On ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tiens, Scapin, voilà la clé de mon armoire. Bon, Tu l'ouvriras. fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche, qui est celle de mon grenier. Oui, Tu iras prendre toutes les herdes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Monsieur, rêvez-vous? Mais je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Que diable! Oh, que de paroles perdues! Laissez-la, cette galère! Et songez que le temps presse, que vous courez risque de perdre votre fils! Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je te verrai de ma vie, et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu. Et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin. Je m'en vais écrire la somme qu'il demande. Oh, dépêchez donc vite, monsieur, je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus? Non, 500 écus. 500 écus. Oui, monsieur. Que diable! Il est vrai, mais faites promptement. N'y a-t-il point d'autre promenade? Vous avez raison, mais hâtez-vous. Maudite galère! Cette galère me tient au cœur, hein. Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Et je ne croyais pas qu'elle dût m'être aussitôt ravie. Tiens. Maintenant, racheter mon fils. Mais bien sûr que c'est assez rare. Oui, Pas monsieur. même 100 fois. Oui, Non, voilà. laissez-moi faire. Qui me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Oui, Que je ne lui donne ni à la mort, ni à la vie. fort bien. Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oui. Va vite acheter mon fils. Oh là, monsieur. Où est donc cet argent? Ne te l'ai-je pas donné? Non, vraiment. Vous l'avez remis dans votre poche. Ah. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Je diable, allez-y faire dans cette galère? Maudite galère, traître de Turc à tous les diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache.
mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paie en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Vous savez que 5 années se sont passées entre les représentations du médecin malgré lui et les fourberies de Scapin. Entre-temps, j'ai écrit Le Misanthrope, L'Avare, Tartuffe et Le Bourgeois Gentilhomme. En fait, à l'époque, vous êtes connu, célèbre même. Oui, en 1664, Louis XIV soutient notre compagnie en créant une troupe royale. Fini les problèmes d'argent. Fini les angoisses à cause des spectacles qui ne rapportent pas assez. Vos débuts ont donc été difficiles. Après la faillite de l'illustre théâtre que j'avais fondé avec les Léjards, nous sommes partis en tournée en province pendant plus de 10 ans pour nous faire connaître. C'est vrai que vous avez fait de la prison? Je vous l'ai dit, l'illustre théâtre avait des dettes et en tant que chef de troupe, j'ai fait quelques jours de prison. C'est pour cela que nous sommes partis sillonner la France. Notre succès s'est construit peu à peu. Aujourd'hui, vous feriez le buzz sur les réseaux sociaux. Une sacrée école s'est tournée. Écrire, jouer, gérer les comédiens. Un vrai manager. Un quoi? Vous vous êtes acharné. L'amour du théâtre coule dans mes veines. Votre ADN en quelque sorte. Ah oui. Je comprends pas. Allons, venez ça tous, que je vous distribue mes ordres et règle à chacun son emploi. Moudre à l'avoine, et vous, la merluche, je vous établis dans la charge de rincer les verres et aussi de donner à boire, mais seulement lorsque l'on aura soif. Et non pas selon la coutume de certains impertinents de laquais qui viennent provoquer les gens et les faire aviser de boire lorsque l'on n'y songe pas. Attendez que l'on vous en demande plus d'une fois et vous vous souvenez de porter toujours beaucoup d'eau. Le vin pur monte à la tête. Quitterons-nous nos quenilles, monsieur? Oui, dès que vous verrez venir les personnes. Et gardez bien de gâter vos amis. Mais vous savez bien, monsieur, qu'un des devants de mon pôle-point a une grande tache de l'huile de la lampe. Et moi, monsieur, que j'ai mon autre chose tout trouvé par derrière? Paix. Rangez cela adroitement le long de la muraille et présentez toujours le devant au monde. Et vous portez toujours votre chapeau assis lorsque vous servirez. Allez. Pour vous, ma fille, préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse qui vous doit venir visiter et vous mener avec elle à la foire. Entendez-vous ce que je vous dis? Oui, mon père. Vous, mon fils, le damoiseau, à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt, ne vous avisez pas non plus de lui faire mauvais visage. Moi, mon père, mauvais visage. Par quelle raison? Mon Dieu, nous connaissons le train des enfants dont les pères se remarient et de quel œil ils ont coutume de regarder celle qu'on appelle belle-mère. À vous dire le vrai, mon père, je ne puis pas vous promettre d'être bien aise qu'elle devienne ma belle-mère. Je mentirais si je vous le disais. Cependant, pour ce qui est de la bien recevoir et de lui faire bon visage,
Je vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre. Prenez-y garde au moins. Vous verrez que vous n'aurez pas sujet à vous en plaindre. Vous ferez sagement. Au sein de Maître Jacques, approchez, je vous ai gardé pour le dernier. Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, Maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grande merveille. Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Ah oui, si vous me donnez bien de l'argent. Que diable de l'argent! Et non que c'est moi la bouche! De l'argent, de l'argent, de l'argent! Il semble qu'il n'a autre chose à dire, toujours parler d'argent! Voilà le répit de chevet, de l'argent! Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est une chose la plus aisée du monde et il y a ces pauvres esprits qui n'en fit bien autant. Mais pour agir en habit d'homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère pour peu d'argent. Oui, Mais par ma foi, monsieur l'intendant, vous nous obligerez à nous faire voir ce secret et à prendre mon office de cuisinier. Taisez-vous! Qu'est-ce qu'il nous faudra? Mais voilà monsieur votre intendant qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Non, je veux que tu me répondes! Combien serez-vous de gens à table? Nous serons 8 ou 10. Mais il ne faudra compter que pour 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. ah bah cela s'entend. Eh bien, il nous faudra 4 grands potages et 5 assiettes. Potage, Voilà pour te fricassé faire de une poulet, bouillon entière. riz de veau, boudin blanc, Ouais, tu manges tout mon bien. rôti, entremets. Encore! Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur a-t-il invité les gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous en lire un peu les préceptes de la santé et demandez au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Il a raison! Apprenez, Maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande, et que pour se bien montrer ami de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne, et que, selon le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Ah, que cela est bien dit! Approche que je t'embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger et non pas. Oh, ce n'est pas cela. Comment est-ce que tu dis? Qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oui! Entends-tu? Oui. Quel est le grand homme qui a dit cela? Je ne me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots. Je les veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Je ne n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. Oh, fais donc. Ah oui, tant mieux. J'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord. Quelques bons haricots bien gras et quelques pâtés en pot bien garnis de marron. Ils me regardent tous. Ils se mettent à rire. Mais ils ont part sans doute au vol que l'on a fait. Allons, vite! Des commissaires! Les archers. Des prévôts, Des juges! Des chaînes! Attends! Et les bourreaux! je veux faire pendre tout le monde. Et si je me retrouve mon argent, Je me prendrai moi-même après!
Un succès médiocre. Découvrir que chez certains êtres, un coffre-fort peut remplacer une cervelle et un cœur, cela n'a pas de quoi réjouir. Mais il y a des scènes comiques dans l'avare. Ah, bien sûr, rien de tel que de faire rire aux dépens du plus désagréable personnage. C'est une manière efficace d'être impitoyable. Mais il y a aussi beaucoup d'humanité dans les rapports fraternels et l'amour que se portent les jeunes gens. Absolument. Et c'est également à cette époque que vous écrivez Le Tartuffe, Absolument. pièce qui sera interdite pendant 5 ans. Et qui sera finalement joué après que vous l'ayez remanié. J'avais écrit dans la préface: rien ne reprend mieux les hommes que la peinture de leurs défauts. Les faux dévots et les hypocrites n'ont pas apprécié. En revanche, la pièce a eu beaucoup de succès. Un véritable triomphe. Il y avait une telle attente et elle avait une telle réputation sulfureuse. Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, et ça n'est pas péché que pécher en silence. L'hypocrisie de ceux qui se présentent comme des modèles de piété et de vertu, qui s'introduisent dans les familles et en abusent, me font horreur. Le message est clair. Vous vous êtes affranchis des règles de la société. Et de la tutelle de l'Église. Mais si le théâtre n'est pas le reflet du monde dans lequel on vit, quel est l'intérêt? J'ai l'impression d'entendre parler Alceste, le misanthrope. Oh, je suis plus modéré comme personnage. Mais je dois reconnaître que j'ai une vraie tendresse pour lui. Vous critiquez, vous provoquez, vous aussi. Oui, mais je dois nuancer pour faire passer Le message? le message, c'est cela. J'aime beaucoup la réplique d'Alceste. Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Bravo, vous connaissez vos classiques. Nous pouvons mieux faire. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et ne veux point entendre. En vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami. Payez cela dans le papier. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne suis plus et ne veux nulle place en des corps corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois couvrir un homme de caresses, et témoigner pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements, et quand je vous demande après, quel est cet homme? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne. Lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'aurais été autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit condamné. Et je vous prierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt,
Et ne me prends pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme demeure, on ne lâche aucun mot qui me parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnoie, à répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne puis souscrire cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables demeures d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui, de civilité avec tous, font combat, et traitent du même air l'honnête homme et le femme. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse et vous fasse de vous un portrait éclatant lorsqu'au premier faquin il court en faire autant? Non, non. Une âme bien née ne saurait satisfaire d'une âme aussi prostituée. Et la plus glorieuse a des regards que chair dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelques préférences, une estime se fonde. Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous êtes le civis du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on nous distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Vous connaissez donc mes pièces, au XXIe siècle. À peu près. Elles sont jouées constamment sur tous les théâtres de France. Et sur de nombreuses scènes à l'étranger. Vous êtes l'auteur français le plus joué dans le monde. Fichtre. Cela m'étonne et me réjouit. Vous connaissez aussi les femmes savantes? Mais bien sûr. Vous aurez compris que je ne reproche pas aux femmes de mon époque de vouloir s'instruire. Je dénonce les faux savants ridicules et pédants qui profitent de leur crédulité. Et de leur argent. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup forcé le trait. Dans la scène, avec Trissotin. Ah bah, la preuve en live. Et non en live. Ah, je peux dire la preuve tout de suite. Ah, mettons-nous ici pour écouter à l'aise ces vers que mot à mot il est besoin qu'on pèse. Je brûle de les voir. Et l'on s'en meurt chez nous. Ce sont charme pour moi de ce qui part de vous. Ce met une douceur à nul autre pareil. Ce sang repas friand qu'on donne à mon oreille. Ne faites point languir de si pressants désirs. Dépêchez. Faites don et hâtez vos plaisirs. À notre impatience, offrez votre épigramme. Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre appellation lui peut servir de mère. Qu'il a d'esprit. Parlons vite audience. Je Sommet, sens mon cœur d'être essayé par avant. sommet, J'aime la poésie avec entêtement. sommet, Et surtout, quand les vers se tournent galamment. sommet, Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. sommet. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Alors, j'en ai
Ah, Prudence endormie, il faut rendre les arbres. Allonger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement, où cette ingrate, insolemment, attaque votre belle vie. Oh, laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. Faites-la sortir quoi qu'on dit. Que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est à mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Ah, je suis d'accord avec vous. Ce quoi qu'on dit est heureux. Je voudrais l'avoir fait. Ah, il vaut toute une pièce. S'il vous plaît, encore oui pour le quoi qu'on dit. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement, Riche appartement. où cette ingrate, insolemment, C'est un acte attaque votre belle vie. votre belle vie. Je crois, mon sœur de plaisir. Vous avez donc écrit en vers et en prose. Les comédiens préféraient les vers, plus faciles à retenir. Mais écrire en alexandrin est un travail de plus longue haleine. Alors, quand je suis pressée, j'écris en prose. Quels étaient vos rapports avec Louis XIV? La première fois que je joue devant le jeune roi, il a 20 ans et moi 36. Notre entente est instinctive. Il est en quête de légitimité et moi de reconnaissance. Vous formez un formidable duo politique et artistique. Je le pense, oui. Et il vous évite bien des problèmes avec la cour et avec l'Église. Je crois qu'il apprécie mon audace. Est-ce que vous pouvez critiquer son pouvoir? C'est vraiment pas. Mais je me sens libre de critiquer tous les autres. Mais vous n'avez jamais craint de lui déplaire? Parfois. Par exemple, Quand j'écris Le bourgeois gentilhomme, et pourquoi? c'était une commande du roi lui-même qui voulait un ballet turc ridicule. Une comédie-ballet avec danse et musique. Et J'ai rempli le contrat. Et Lully s'est chargé de la musique. Dites-nous en plus. Lors de la première représentation, le roi reste de glace. Pas un applaudissement. Les courtisans sont ravis. Ils étaient hostiles à la pièce. Ils se sentent visés. Et il faut dire qu'à travers le personnage grotesque de Monsieur Jourdain, je dresse une satire virulente de la haute bourgeoisie. Et c'est tout. Pourtant, le roi demande une deuxième représentation et il prononce alors sa sentence.
bien. Voici les mots du roi. Je ne vous ai point parlé de votre pièce à la première représentation. Mais en vérité, vous n'avez encore rien fait qui ne m'ait plus diverti. Et votre pièce est excellente. Voilà le vrai comique et la bonne et utile plaisanterie. Il a imposé le bourgeois gentilhomme à ses courtisans. La classe. Totalement. Je serais curieux d'entendre comment vous pouvez jouer un extrait de ma pièce Le bourgeois gentilhomme en utilisant le langage d'aujourd'hui. Comme dans la scène du tailleur, par exemple. Si vous voulez. Eh bien, c'est parti. Ah, monsieur! Quel honneur de relouquer une icône en devenir! Aujourd'hui, nous allons révéler le vrai vous. Puissant! Puissant. Charismatique! Oh, Instagrammable! Bon, je veux qu'on voit en moi l'homme important que je suis. Oh, absolument, monsieur. Le look fait tout. Regardez. Cette veste inspirée des plus grands défilés de Milano. Quand on la porte, on double son pouvoir de séduction. Oh, magnifique! Magnifique. Excelente! Splendido! Oh, j'adore ton Elle me sert un peu, non? Mais non, monsieur! C'est ce qu'on appelle le fit parfait. C'est le corps qui s'adapte aux vêtements. Pas l'inverse. Suivez-moi. Mais non, mais pas comme ça, voyons. En rythme. Ça va exploser sur Insta. C'est du tissu japonais recyclé. Non. On sauve la planète. J'adore! Et le prix? La classe n'a pas de prix, n'est-ce pas? C'est vrai? Bon, on voit que j'ai du style, non? Vous serrez la tendance. Les gens ne diront plus « Voilà, monsieur Jourdain », mais « Voilà le style !» Le style! C'est moi! Eh bien, notre interview, notre échange touche à sa fin. Voulez-vous ajouter quelque chose? Je pensais être un honnête homme. J'aime observer et écouter mes contemporains. Je suis impatient et m'indigne facilement.
Je ne suis pas très fidèle en amour, et pourtant, je suis jaloux. Je travaille sans relâche et tiens bon jusqu'au bout. Parlez-nous de votre dernière pièce, Le malade imaginaire. La première chose qui me vient, c'est je suis fatigué. Pourtant, il faut que je continue. Beaucoup de gens comptent sur moi dans les spectacles. Ma jeunesse a filé vite. Ma connivence avec le roi n'est plus ce qu'elle était. Lully a toutes ses faveurs. Je dois marquer les esprits. Cette fois-ci, vous vous en prenez aux médecins. Vous savez peut-être que Louis XIV a 79 médecins à son service. Est-il vrai que vous avez perdu votre premier fils Louis à l'âge de 9 mois et vous êtes convaincu que c'est la faute des médecins? C'est vrai, je pense que leur médecine a été très toxique. Comment le roi a-t-il reçu la pièce? Il n'est pas présent à la première. Madame de Maintenon, sa favorite, l'éloigne de moi. Elle est très dévote et j'ai tellement critiqué certaines attitudes d'hommes d'église. Vos comédies sont trop ironiques. C'est exactement les termes qu'elle emploie. Quand le roi verra la pièce, ce n'est plus moi qui jouerai le malade. Malgré cela, c'est un succès. Un succès triomphal. Si on résume la pièce en disant que Argan, riche bourgeois, se croit constamment atteint de maladies terribles. Il adule tous les médecins qui pourraient lui apporter quelques remèdes, même les plus improbables. À tel point qu'il est décidé à marier sa fille à l'un d'entre eux. Et toujours des personnages hauts en couleur, sa femme hypocrite, sa servante énergique et rusée, sa fille aimante, son frère réfléchi, et tous les médecins pédants et ridicules. C'est vite résumé, oui. Ça a été plus long à écrire. Vous savez, vous êtes toujours vivant pour nous. Vous êtes un auteur de génie. Un observateur lucide des comportements humains. Je suis d'abord un jeune homme, plein de rêves. Puis, un chef de troupe, affrontant des obstacles nombreux. Jouez maintenant. Jouez. Tout tient dans ce seul mot. Jouez. Quoi, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oui, de quoi te mêles-tu, coquine, impudente que tu es? Oh mon Dieu, Doudou, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Ah, voilà dire une raison, et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine, si je suis malade, impudente! Ah ben, monsieur, vous êtes malade, n'ayons pas de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Et plus malade
voilà que vous pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Quel est-il, ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Non, Ma fille, votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de Monsieur Diafoirus, dit de son fils Thomas Diafoirus, dit de tous les Diafoirus du monde. j'en ai affaire, moi. Outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense, M. Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et M. Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui laisse tout son bien en faveur de ce mariage. Et M. Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Tout cela est bel et bon. Mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille entre nous de lui choisir un autre mari. Et elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux, moi, que cela soit. Et fille, ne dites pas cela. Comment que je ne dise pas cela? Non. Et pourquoi ne dirais-je pas cela? On dira que vous ne songez pas ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'on exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera, ou je la mettrai dans un couvent. Moi. Comment bon? Vous ne la mettrez pas dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent. Non. 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 Ouais, voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dites. Et qui m'en empêchera? Vous-même. Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Oh, une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, un beau petit papa mignon. Lancez tendrement. Ah, sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui. Je vous dis que je n'en démordrai point. Bagatelle. Il ne faut pas dire bagatelle. Mon Dieu, monsieur, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux. Et la grande fatigue d'avoir une femme. Et Caris a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Que j'endure éternellement des insolences et que des manches. Ô ciel, ô disgrâce imprévue, ô misérable père, pauvre Géronte, que feras-tu? Moi, monsieur, j'ai moins autre chose pour Manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Que diable allait-il faire dans cette galère? Alors, il nous faudra 4 grands boutage et 5 assiettes. Boutage, entrée, pécassé, et de vous, d'un blanc, tout d'un blanc, et vos riz. Oui, mon père. Faites-la sortir, quoi qu'on dise. Ah, pour être dévot, je ne suis pas moins homme. Oh, Doudou, laissez-moi de grâce respirer. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Toujours parler d'argent.
Le style. C'est moi. On dit aussi mon cœur est amoureux. C'est le corps qui s'adapte aux vêtements, pas l'inverse. Revoleur, à l'assassin. Vous vouliez marier votre fille avec un médecin? Et pour le fonctionnaire, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Merci à tous, merci de votre présence, merci surtout de votre participation à ce mouvement qui nous a beaucoup aidés. Il y a eu quelques petites pannes. Merci aussi, surtout à la municipalité de Saint-Didier, grâce à qui on a pu préparer ce spectacle dans de très bonnes conditions, notamment avec les locaux de la maison du Parc Trégo et l'accès facilité ici. Donc merci encore, merci Marie-Hélène Mathieu qui, je crois, parmi nous ce soir. Oui. Merci. Merci beaucoup à notre metteur en scène Martine Romera. Merci à nos complices de la régie, Florence et Grégoire, qui sont eux-mêmes sur scène dans un petit mois, le 28 et 29 mai. 27-28. 27-28. Ça non plus, tu te rappelles pas. 27-28, donc, mai, on fait un autre mouvement, le mouvement Obaldia, toujours mis en scène par Martine. Et j'espère que vous pourrez venir les voir et les applaudir. Et participer aussi à ce mouvement. Vous allez les voir. Hein. Oui. Et enfin, pour le trancher-net, et pour ceux qui le souhaitent, nous vous donnons rendez-vous dans l'allée pour partager le verre de l'amitié. Bravo, Gilles.